You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Cold Facts à Helsinki à l'occasion du championnat du monde 2022. On se retrouve après les deux premiers matchs de l'équipe de Suisse. Une victoire 5-2 contre l'Italie et puis un très joli succès 6-0 contre le Danemark. Forcément, on va parler de ce qu'on a aimé après ces deux premiers matchs. Alors, on va revenir un petit peu sur Yannis Moser, on va revenir sur Denis Malgin, on va parler des joueurs de NHL qui sont là, ils sont 7. On va parler de ceux qui ne sont pas là et notamment de Romagnosi et de Kevin Fiala qui ont dû renoncer pour des questions personnelles. Et puis, on va aussi se projeter sur la suite du tournoi, puisque la Suisse, après un jour de repos, va affronter le Kazakhstan mardi et la Slovaquie mercredi. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ah, ça va bien, on est enfin arrivé à Helsinki. Voilà, alors en général quand on arrive à l'étranger on fait un peu les marioles, on apprend 2 mots de la langue locale et puis après on se le dit, tu titres tes chroniques comme ça avec le « Hey from Sweden » ou je sais pas quoi, « From Sverige ». Là avec le finnois on va pas s'amuser, hein. C'est vraiment une langue un tout petit peu compliquée. Moi je dis merci, je dis Voilà. kitos, puis voilà. Puis voilà, on a appris un mot et moi je crois que je vais en rester à un. Honnêtement, ça va pas être possible. Mais oui, on est bien arrivé. Premier épisode du championnat du monde. On n'a pas pu faire d'épisode de présentation on aime bien faire d'habitude. Mm-hmm. Bah non, on n'a pas pu, mais on aurait fait des grandes théories sur ce que va apporter Romagnosi pendant quart d'heure, donc on n'aurait pas eu l'air malin. Est-ce qu'on en parle maintenant finalement ? Allez, on balance ça. Pas de Romagnosi, pas de Kevin Fiala, mais on parlera de ceux qui sont là après. Exactement. 2 mauvaises surprises, mais surtout une grosse mauvaise surprise, c'est Josi. Fiala, on s'y attendait quand même un petit peu. Hein. Oui, le fait que ces histoires d'assurance là, avec une saison pareille, et puis même de toute façon, là, le message qu'on a reçu de la part de la communication de l'équipe de Suisse, c'était de dire que le management et Kevin Fiala avaient un peu, je ne sais pas si c'est la mort dans l'âme, ça fait bien de le dire aussi à ce moment-là, de ne pas dire à Kevin Fiala de venir, parce que ça aurait impliqué quand même que y a une assurance assez haute, même si, vu que la Suisse communique, j'ai l'impression que peut-être que la fédération aurait été d'accord de prendre en charge une partie, ou peut-être même la totalité, ça je ne veux pas me risquer à le dire, mais par contre, le fait qu'ils attendaient la réponse, en sachant qu'il y avait cette épée de Damoclès, ça me faisait dire que c'était peut-être un bon signe. Ouais, non, moi, on en parlait la veille. Oui, tu as envie de croire qu'il peut venir et qu'il va vouloir venir, mais le problème, et on en avait parlé dans l'épisode des Pécalistes la semaine dernière où tu étais présent, c'est toi qui en parlais d'ailleurs. Il vient de faire une saison à plus d'1 point par match en NHL. Il a 85 points en 82 matchs. Il va signer un contrat gigantesque. Il a 25 ans, c'est son gros contrat. On se rappelle, la dernière fois qu'il est venu au championnat du monde, son contrat, c'était à Bratislava en 2018. 19, pardon. Et il a parié sur lui-même. Il a été transféré en cours de saison de Nashville à Minnesota. C'était compliqué. Il fait pas des bonnes saisons. Et puis le fait d'aller se montrer au championnat du monde, il y avait un intérêt pour lui aussi de se dire, voilà, je vais prouver que dans d'autres conditions, je peux peut-être faire quelque chose de bien et apporter, montrer d'autres qualités que je n'ai peut-être pas pu montrer du côté de Minnesota. Finalement, il joue le championnat du monde avec une assurance qui a été contractée spécialement. Mais bon, une assurance pour un contrat de quelques millions sur 2 ou 3 ans et un contrat de plusieurs millions, voire près de 7-8 millions sur 4-5 ans, c'est ce qu'il va signer en théorie. Ouais. C'est pas la même. Donc là, c'est un autre délire. Et voilà, moi je comprends. J'apprécie la transparence de tout ce processus en fait qui a été mis en place parce qu'on sait que Patrick Fischer a instauré une règle quand on quand on est convoqué, quand on reçoit un ordre de marche du sélectionneur, on vient. Et si on ne vient pas, c'est qu'on a des raisons qui sont recevables. Et pour moi, celle-ci est totalement recevable de la part de Kevin Fiala. Parce qu'avant d'être des internationaux suisses, c'est des joueurs de hockey de club.
pendant 11 mois par année, c'est des joueurs de club. Et sa carrière, si on espère avoir encore Kevin Fiala dans 10 ans, Exactement. comme joueur de l'équipe de Suisse, bah, c'est parce qu'il a continué sa carrière, parce que sa carrière se passe bien. Et on peut pas prendre le risque de se dire, bon, bah, il est venu jouer ici, et il s'est fait les ligaments, et puis bah, derrière, il a signé un moins bon contrat, ou j'en sais rien. Non, les blessures font partie du jeu, mais par contre, le contrat qu'il va signer, bah, ça fait vraiment partie du jeu aussi. Et on est un pays de banquiers, donc je pense que dans un pays de banquiers, on doit quand même être compréhensif sur cet aspect-là. Alors ça, c'est le côté où on comprend. Si je lis bien, c'est Yosi, on comprend moins bien finalement. Non, mais c'est vrai qu'il y a une zone, je sais pas, c'est une zone d'ombre. C'est vraiment trop fort de dire ça, mais j'avoue qu'en regardant l'Instagram de sa femme, alors ils ont les grandes photos à l'américaine, où on pose enfin vraiment ils font des photos pour à peu près tous les instants de leur Tu vie. te réjouis du gender reveal, ça va être super. Exactement. Mais non, en fait, il n'y a même pas de gender review parce qu'on sait que c'est une fille. Ils l'ont déjà T'es dit. tellement fort dans les people. Mais July 22, tu te dis, bon, ok, c'est pas si éloigné que ça du mois de mai, mais normalement, ça doit passer. Puis finalement, ah non, mais il veut rester auprès de sa femme et tout. Et franchement, je me disais, mais ok, tu le laisses, tu lui fous la paix pour le début du championnat du monde parce qu'on sait que Yossi, tu peux l'intégrer quand tu veux. Et puis tu lui dis, écoute, mec, tu viens pour le quart, en espérant que c'est un peu plus. Mais rien que ça, tu dis quart, demi et finale, admettons, ou bien quart, puis ma foi, ça s'arrête. Ça va, c'est pas ultime comme engagement, donc, mais ma foi. Il y a 3 personnes en Suisse qu'on n'a pas le droit de critiquer, et il y a un thème sur lequel on ne doit jamais venir. Les 3 personnes qu'on ne peut pas critiquer, c'est Roger Federer, Oui. Roman Yosi et Jan Sommer. Et le thème sur lequel il ne faut jamais aller, c'est les enfants. Là, tu viens d'aller sur tu viens de critiquer l'un des 3, et en plus, tu es parti sur le thème des enfants. Moi, je trouve que c'est osé. J'espère qu'on te laisse rentrer au pays. Moi, c'est bon. Moi, j'ai rien dit. C'est pas mon problème, cette histoire. J'ai répondu pour les 2. Non. Tout ce qui vient de se dire, je ne le cautionne pas. Non, mais blague à part, malheureusement, on peut pas juger. Finalement, c'est un peu comme Kevin Fiala qui est déjà venu en équipe de Suisse dans des conditions particulières. Il avait accepté de venir. Roman Yosi, il est toujours venu en équipe de Suisse. C'est quelqu'un qui aime jouer pour l'équipe de Suisse, qui est fier de représenter la Suisse s'il ne vient pas. Et on rigole, on ironise un petit peu. Absolument. On ne connaît pas la situation familiale, on ne connaît pas ce que vit sa femme. Oui, le terme est peut-être prévu pour la communication. Là, il y a quand même une petite zone d'ombre, comme tu dis, la communication de la Ligue, c'est en juin. C'était censé être plutôt juillet, mais finalement, ça, c'est de la cosmétique. Il y a peut-être des circonstances qui font que voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai quand même envie de croire que si Roman Yosi, il est plus malin que nous sur le hockey, il comprend pas mal de choses. Il se doute bien que cette année, il y a quelque chose à faire. Donc, je pense que ça l'embête au moins autant que nous, si ce n'est beaucoup plus, de ne pas être présent. Donc voilà, les 2 ne sont pas là. Maintenant, je trouve que c'est dommage de trop s'attarder là-dessus. Donc je te propose qu'on parle de ceux qui sont là. La transition toute trouvée, mais quand tu parles de Yosi et Fiala, et puis que tu dis qu'on va parler de ceux qui sont là, on les a vus pendant 2 matchs maintenant. Oui. Notamment ce match contre le Danemark dimanche soir, où je peux pas m'empêcher de me dire que Kevin Fiala... On arrête de parler de ceux qui sont pas là, bon sang. Ouais, parce qu'ils ont vraiment tellement bien joué que d'avoir 2 armes supplémentaires, ce serait vraiment, vraiment super. Parce que j'ai aimé ce que j'ai vu de cette équipe de Suisse pendant, qu'est-ce qu'on va dire, 2 tiers et demi contre le Danemark, et puis contre l'Italie, presque pendant tout le match, à part 2-3 blancs, mais qui manquaient de la concrétisation. Mais sinon, c'est vraiment solide, et ces 7 renforts de NHL, pour revenir sur ce thème, sont vraiment des renforts. Ils avaient pris 5-3 contre le Danemark en février à Pékin. Il n'y avait pas de joueurs de NHL. Du côté danois, on avait une équipe relativement similaire à celle-là, à part effectivement Nicolas Ehlers notamment. Mais sinon, c'était assez semblable. Joachim Lierfeld aussi, qui était en Amérique du Nord. Exactement. Et quand tu ajoutes 7 joueurs à cette équipe-là, ces 7 joueurs-là, ça donne 6-0. Et vraiment, le deuxième tiers, c'était impressionnant de voir à quel point
ils étaient au point, quoi. Il n'y a pas de miracle, ces tirs qui partent dedans. Il y a une c'est beau. exécution, Ouais, il y a c'est l'exécution, pour moi, il y a une exécution qui était fantastique durant ce match contre le Danemark. Contre l'Italie, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'était surtout bien de rentrer dans le tournoi sans peine et sans prendre le premier but et puis après paniquer un petit peu ou trouver- prendre un peu, enfin perdre un peu d'énergie et d'influx pour pas grand chose. Ils ont fait le job. Mais là, contre le Danemark, honnêtement, après 8-9 minutes avant le but de Herzog, la Suisse fait pas la maline. Hein. Le Danemark joue bien. Jelani a dû faire 2-3 gros arrêts. Il y a eu des powerplays pour le Danemark. Et il y a ce but de Herzog qui libère quand même un petit peu. Puis après, les buts 2, 3, 4 et 5, c'est tous des joueurs de NHL qui marquent. C'est les Moser, Kourachev, c'est Timo Meyer, c'est tous ces gars-là. Puis il y a Denis Malgin qui est un joueur de NHL qui évolue en Europe en gros parce qu'il a tout du joueur de NHL. Donc ouais, on voit la différence. On voit aussi pourquoi ces joueurs-là ils évoluent là-bas. C'est les meilleurs joueurs suisses qui peuvent traverser l'Atlantique et quand ils reviennent ici, les meilleurs joueurs suisses redeviennent les meilleurs joueurs de l'équipe de Suisse. Et franchement, on est venu ici en étant très enthousiaste. Alors, il y a eu que 2 matchs. Il y a eu 2 matchs que la Suisse devait gagner. Elle les a gagnés. Faut pas non plus s'emballer. Mais je trouve que pour l'instant, la Suisse joue au niveau qu'on attendait d'elle en arrivant ici. Ce qui est juste de dire, c'est que ces 7 premiers matchs, normalement, et je pense que c'est pas être arrogant de dire que c'est des matchs de préparation qui comptent. Finalement, parce que on attend de la Suisse, pas forcément une médaille garantie, mais on sait que ce quart de finale, normalement, elle doit aller en quart de finale. Et on a vu sur les dernières années, notamment à Bratislava, où elle se fait remonter à 5 centièmes, 5 dixièmes de la fin. Contre l'Allemagne, à Riga, elle est plus forte que l'Allemagne. Elle se fait égaliser dans la dernière minute et puis elle perd finalement au penalty. Cette équipe de Suisse, les 2 fois là, elle avait clairement le potentiel pour aller de nouveau dans le dernier carré. Donc, est-ce que cette équipe-là est bien construite ? J'ai envie de dire qu'on a 7 matchs pour voir si elle nous semble bien construite, bien armée pour aller loin. Et surtout, je pense qu'elle doit pouvoir imposer son jeu. J'ai l'impression que Patrick Fischer et les joueurs, c'est ce qu'ils nous disent après ces 2 premiers matchs, c'est de dire qu'on doit imposer notre jeu. Alors, c'est plus facile évidemment contre l'Italie. Je pense que ce sera plus facile contre le Kazakhstan. On verra contre la Slovaquie. Je pense que normalement, ça doit pouvoir passer. C'est passé aussi contre le Danemark. Contre les autres formations, voilà, tout ce qu'on engrange là, ça doit être nécessaire pour la suite. Moi, ce que j'ai bien aimé, surtout sur ces 2 premiers matchs, mais surtout sur le deuxième contre le Danemark, c'est que la Suisse a joué très physique. Le Danemark n'était pas venu pour rigoler. Et ils savaient aussi, les Danois, qu'il fallait muscler le jeu et puis venir sur ce terrain-là pour embêter la Suisse. Et la Suisse a complètement été capable de gérer cet aspect-là. Et c'était un aspect que j'ai trouvé assez intéressant dans la conférence de presse, dans les interviews d'après-match avec Patrick Fischer. Il a dit c'est peut-être une des leçons qu'on a tirées de Pékin et de notre échec. C'est qu'on a peut-être une équipe un peu plus physique ici. Et on en parlait je pense dans le dernier épisode avant qu'on vienne, avant le championnat du monde, avant la sélection, que peut-être un Calvin Turkov pouvait justement être ce genre de joueur-là qui ose aller devant le but, qui va faire mal, qui sait jouer physique. Et on l'a vu, c'est clairement un des joueurs qui sort du lot pour le moment. C'est un Calvin Turkov c'est pas Timo Meyer, c'est pas Denis Malgin, il est moins flamboyant et encore il a fait 2 excellents matchs, mais en plus il va brasser. Tristan Chervet, il n'hésite pas à aller mettre des coups. Et pour l'instant, moi, je trouve que la Suisse, physiquement, est au rendez-vous. Et techniquement, on l'a vu contre le Danemark, elle est quand même clairement supérieure à pas mal d'équipes dans ce tournoi. Et le Danemark, ce qui peut-être nous a aussi, je ne vais pas dire biaisé, parce que c'est faux de dire ça, mais on rappelle, ils ont gagné 9-1 contre le Kazakhstan. C'est pas une victoire. C'est pas un 5-1 ou même un 5-2 comme la Suisse contre l'Italie qui pourrait être un peu trompeur. 9-1 au championnat du monde quand on s'appelle le Danemark et qu'on joue contre le Kazakhstan, je pense pas que ça tombe du ciel. Donc ça, moi, ça m'avait un petit peu mis le doute, on va dire, pour cette Suisse-là. Ça sera un match qu'il faudra prendre
avec sérieux. Pas que j'avais dans l'idée que la Suisse n'allait pas l'aborder avec sérieux, mais que ça pouvait être typiquement un match un peu peau de banane. Et j'ai encore toujours cette idée du match contre la Slovaquie qui peut être aussi un match peau de banane et où la Suisse doit vraiment maintenant montrer qu'elle a franchi un cap, mais je pense qu'elle l'a franchi quand même depuis un moment. Mais Pékin est revenu nous dire que, attention, vous n'êtes pas encore une toute grande nation. Moi, je pense qu'individuellement, les joueurs l'ont franchi, le cap, effectivement. Mais collectivement, pour moi, non. Depuis Copenhague, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'on a à proposer comme bilan depuis Copenhague 2018? Ouais, je sais bien, mais... Dans le jeu, on voit une progression, mais moi, j'attends des résultats au bout d'un moment. Oui. Les champions du monde moraux, les médailles morales, elles servent pas à grand-chose. L'élimination frustrante à Bratislava, c'est bien joli, mais bon, voilà. Après, contre l'Allemagne, à Riga, c'était quand même pas flamboyant, hein. Et c'est là où justement tu dis franchir un palier. Moi, je pense qu'elle est attendue au tournant, cette équipe-là. Oui, il est temps d'assumer ce rôle. Et pour l'instant, elle ne l'avait pas encore fait. Elle commence bien. Mais maintenant, ce qui est aussi important dans cette phase de poule, c'est de bien se placer. Et justement, les matchs là qui viennent, le Kazakhstan, normalement, ça ne devrait pas être un souci, mais la Slovaquie derrière, c'est aussi un des matchs qui sont importants dans le but de rester dans le top 2. Parce que finalement, là, maintenant, la Suisse, alors, typiquement, si elle veut franchir un palier, elle ne peut pas terminer 4e de sa phase de poule, puis se dire « Ah, malheureusement, je joue la Finlande en quart de finale, ou il faudrait un exploit. » Non, il faut finir 1 ou 2 et puis espérer taper les États-Unis ou la Tchéquie. Parce que l'autre groupe, t'as un peu l'impression que t'avais le groupe des forts et le groupe des pas forts en ski, puis on s'est retrouvé dans le groupe des pas forts quand même sur celui-là. Hein. Parce qu'en face, c'est Finlande, Suède, États-Unis et Tchéquie, les 4 gros. Ah ouais. Côté de la Suisse, c'est quand même... Alors, il y a Slovaquie, Allemagne, Suisse et Canada. Grâce, on va dire, à l'exclusion de la Russie, ça a quand même un tout petit peu facilité la tâche, mais il faut en profiter maintenant pour éviter de se prendre un gros en quart de finale. Ouais, bah, c'est aussi ce que je me disais, c'est que les Américains, on connaît dans le sens où, même avec des noms moins ronflants, ça reste une équipe qui est tout à fait capable de battre la Suisse. Même une Suisse avec 7 joueurs de NHL. Et même la Tchéquie, qui est moins impressionnante, on n'avait pas parlé des effectifs des autres groupes, mais il n'y a pas beaucoup de stars. En fait, les stars, c'était surtout du côté suisse. Il y a un Granlund en Finlande, mais il y a un Hertel avec la République tchèque. Mais sinon, Ishii et Meyer, ils font pas tâche. Donc là, il y a quelque chose à faire. Faudra aussi gérer peut-être le fait d'avoir de la pression une fois de l'équipe qui est favorite, ce qui n'était pas toujours le cas, parce que même en 2013, quand ils vont chercher la médaille d'argent et qu'ils gagnent tous leurs matchs sauf la finale, ils étaient rarement favoris dans les matchs contre les gros. En fait, c'était chaque fois on se disait ah waouh, ils ont continué, vraiment il se passe quelque chose à Stockholm, c'est dingue. Et puis oh là là, ils arrivent encore à franchir un pas. Ah mais cette équipe elle est incroyable, il y a un truc qui se passe. Et j'essaye de voir, parce qu'on se souvient ce qui s'est passé à Copenhague aussi, où là le parcours était un petit peu plus chaotique dans le sens où effectivement ce quart de finale contre la Finlande, puis la demi-finale contre le Canada, et puis c'est là qu'on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose. J'essaye de voir si cette équipe-là, elle peut être un groupe. Et tu disais qu'on avait eu Patrick Fischer en conférence de presse, enfin en tout cas il est venu devant les médias après avoir fait au moins 20 minutes avec les télés, les radios et tout. Enfin, pour lui ça doit être un marathon après. Il doit être, en français, en italien, en allemand, en anglais. Ouais, il doit être plus content de coacher pendant 2 heures que de venir pendant une demi-heure après raconter le match. Mais que le groupe était jeune et que tu disais après les JO que finalement, peut-être certaines décisions, parce que ça non plus, on n'en a pas forcément parlé, mais il y avait eu Raphaël Diaz, il y a Romain Lefeul, il y a peut-être même, je peux mettre dedans encore Kylian Motet, qui est de 91 finalement, et il disait, si j'enlève les 2 gardiens titulaires et un bulle, on doit avoir une moyenne d'âge qui est pas loin de 24 ans. Et c'est vrai, c'est que quand tu rajoutes un Geiser qui vient... Siegenthaler qui est jeune, Yanis Moser qui est jeune, Ishii, tes leaders finalement, tes joueurs de NHL,
Même un Pius Suter, il est 96. C'est vraiment quelque chose d'assez symptomatique et d'assez génial d'avoir une équipe jeune comme ça, mais qui, en plus, est c'est les meilleurs joueurs en exécution qu'on a, et c'est les jeunes. Là, on a une génération, je ne sais pas si elle est dorée, mais en tout cas, on a une génération qui n'a pas gagné grand-chose en club, et qui donc a faim. Et j'aime bien cette idée que elle va être... elle va peut-être avoir plus les dents pour aller chercher quelque chose ici. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et bah voilà, on avait parlé de ce rajeunissement des cadres qu'a voulu Patrick Fischer. C'est aussi un moment, une manière pour lui de montrer à ces jeunes, de dire, ben voilà, moi je vous fais confiance, c'est vous l'avenir de notre hockey. Et là, pour moi, l'avenir du hockey suisse, il est un petit peu dans les mains d'un Yannis Moser. Sur ce qu'on voit depuis le début de ce tournoi, alors contre l'Italie, honnêtement, Ouais. pas en faire des caisses sur ce match-là, il n'avait pas été brillant, mais voilà. Mais contre le Danemark, Yannis Moser, il a vraiment été fantastique. Et il y a notamment son but, mais pas que. Justement, bon, on en a parlé pendant le match, et je ne veux pas décrire des grandes scènes, mais il y a un moment un peu avec 50-50, on va dire, en zone offensive, qui peut aller pincher peut-être, mais peut-être pas. Il hésite. Et non, il fait 2 coups de patin en arrière. Il sait qu'il va réussir à contenir l'attaquant, tandis que s'il se compromet là, derrière, ça donne une contre-attaque pour les Danois. Et ben non, il l'a contenu. Puis il sait qu'en fait, en défense, un contre un face à ce joueur, de l'autre côté de la patinoire, il va être bien, il va pas trembler contre lui. Et effectivement, il lui a repris le puck et il est reparti vers l'attaque. Et c'est ce genre de petits détails. Tu dis, le gars, il a que 21 ans, mais il fait toujours tout juste sur la glace et il est impressionnant. Et moi, j'aime bien voir le calme qu'il a. Et on se posait la question, qui serait le patron de la défense en l'absence de Romagnosi? Sur le premier match, c'était Jonas Siegenthaler avec 3 passes décisives, et plus que ça, il a été vraiment très très bon. Et sur ce deuxième match, c'est Yannis Moser, et finalement c'est peut-être un peu un comité de défenseurs qui va remplacer Romagnosi. Et absolument. Et ce qui est drôle à part ça pour Siegenthaler, c'est de se dire que ce joueur aurait peut-être pas pu disputer ce mondial. On se rappelle qu'en mois d'avril, les Devils communique qu'il est blessé et que sa saison est terminée. Ils ont mis jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs dans leur communiqué. Je l'ai relu. Les gars, calmez-vous quand même. Il y a l'année prochaine, fin de la saison peut-être, mais pas l'année. Et moi, j'avais un peu plongé aussi bêtement, si on veut, dans le sens où j'avais émis des doutes quant à sa participation au championnat du monde à cause de cette blessure, effectivement. Et je me rappelle que tu m'avais dit assez rapidement, mais je crois que c'est possible en fait que ce soit sa saison NHL, mais il a l'air d'être quand même assez confiant de pouvoir peut-être revenir. Il revient là, il a une blessure à la main. On sait que pour un hockeyeur, donc il y a des blessures plus intéressantes à avoir au niveau de là où ils tiennent leur outil de travail. Et il était dingue, quoi. Et on a eu peur lors du match contre le Danemark parce qu'il a ramassé une charge. On a cru un temps que c'était peut-être une commotion, en tout cas qu'il était touché à la tête. Heureusement, ça s'est bien fini. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de problème. Il a pu terminer le match. Il a joué comme si de rien n'était. Non, il y a exactement. Aucun souci, ouais. Je pense vraiment j'avais aussi l'impression que c'était la tête, mais du coup, je pense que ça va, quoi. Il a pas pris de choc. Solide gaillard. Et vraiment, lui et Yannis Moser, tu disais aussi, en admettant que Kukan et Scotté peut-être un peu plus d'expérience. On a une défense qui est bien. En tout cas, il y en a 4 avec Geiser. Je suis même un peu toujours dubitatif sur Fora, sur Glauser, que j'ai trouvé pas si mal que ça. Il était bon, Glauser, j'ai trouvé. Ouais, notamment sur le match contre le Danemark. Finalement, en faisant pas trop de choses, en prenant pas trop de risques. Et c'est ça aussi la force de ces joueurs, des fois, de peut-être en championnat de Suisse, va prendre un risque inconsidéré, c'est peut-être pas le bon terme, mais il va plus oser. Et puis là, il se dit, nah, j'y vais pas. Et c'est cette façon de penser que j'aime bien, de se dire, je fais ce que je sais faire. Et pour en revenir à Yannis Moser, ce qui m'a impressionné, c'est que je me souviens du Yannis Moser de 2019. On l'avait pris à l'interview. On était presque un peu tous autour de lui. Il avait encore une peau avec des boutons. On avait l'impression de voir un jeune, un ado. Et là, pour l'avoir repris à l'interview, j'ai vu un jeune homme, vraiment.
eu beaucoup plus de confiance. Il faisait des petites blagues alors qu'il était... Bon, faut bien se dire que c'est pas facile. Mais il était tout impressionné que la presse s'intéresse à lui. Puis en même temps, il faisait la paire avec Rafael Diaz. Puis on découvrait un peu, on était là, mais c'est la surprise du chef, ce Yanis Moser. Qu'est-ce qu'il fait là? Et peut-être qu'il l'avait ressenti aussi. Et que là, maintenant, on attend de lui que ce soit un des piliers. Bien sûr, quand tu viens de faire une saison en Amérique du Nord et que tu es en train de t'établir en Amérique du Nord comme un joueur potentiellement dominant là-bas et qui est capable de jouer du power play, qui joue du box play, qui joue à 5 contre 5, qui peut tout faire en fait sur la glace et il est précieux, hein, c'est une perle sur la glace et je l'ai aussi pris à l'interview après le match contre le Danemark. Et ouais, il est toujours aussi calme. Et puis, mais effectivement, il a conscience que maintenant, il a un autre rôle à jouer aussi dans le vestiaire. Il parlait qu'il dit, voilà, il va peut-être devoir un peu plus hausser le ton de temps en temps. Alors qu'avant, il venait un peu sur la pointe des patins. Absolument. Et c'est aussi quelque chose d'un petit peu différent. Mais c'est peut-être aussi là où c'est intéressant, le rajeunissement des cadres d'un Patrick Fischer. C'est de laisser la place. Pas forcément que sur la glace, c'est aussi laisser la place dans le vestiaire à certains joueurs. Et je pense que tout ça est réfléchi, évidemment. Mais si tu as encore des Rafael Diaz, des Romain Leffel, des Santeri Latello dans le vestiaire maintenant, ce Yanis Moser va rester le petit dans son coin. Tandis que là, maintenant, il peut jouer un autre rôle. Et pour l'avenir, je pense que ça va aussi être une belle expérience pour lui de jouer à ce niveau-là et d'avoir ce poste-là, finalement, dans le groupe. Mais c'est juste parce que si on prend un Fora, il peut regarder un Moser en se disant pour l'instant il a une carrière qui mérite le respect, donc je peux l'écouter. Glauser, pareil. Dominique Egli, pareil. Tobias Geiser aussi. Donc finalement, l'écart est moins grand qu'avant. Et c'est vrai, tu disais pour 2019 avec Diaz, il y avait Yossi qui est son idole absolue. Donc tu te retrouves avec ton idole et en plus avec Rafael Diaz qui a une immense expérience. Tu peux pas... En fait, même si tu veux prendre ta place, tu sais rester à ta place. Et là maintenant, c'est pour ça que ceux qui critiquent Patrick Fischer en disant que c'est n'importe quoi, il sait pas ce qu'il fait, puis pourquoi il sélectionne. Chaque fois qu'on discute avec, je me dis, mais il sait ce qu'il fait clairement. C'est réfléchi avec Tommy Albonin, avec le staff, avec Lars Weibel, et que même si on n'est pas forcément toujours d'accord de ses choix, et que des fois on peut les remettre en cause. On a un Marco Miranda, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des gens, Marco Miranda et Damir Ria, qui sont pour l'instant les 13 et 14. Est-ce qu'on aurait pris d'autres gens? Peut-être. Mais il nous a aussi expliqué en disant, mais ils ont fait des super matchs de préparation, et que finalement, il a validé et il leur a dit je vous prends parce que vous avez fait des super matchs de préparation. Et je trouve que c'est tout à l'honneur du sélectionneur justement de dire que ces matchs de préparation, c'est pas des matchs pour juste les maintenir en forme. Tu peux vraiment gagner ta place. Et puis un autre sujet qui est intéressant après ces deux premiers matchs, les gardiens, Giannoni tu l'as mentionné, le calme. On a parlé du calme de certains autres joueurs, mais Giannoni, chaque fois, je crois que Fischer aussi a parlé justement, a mis en exergue cet aspect de ce gardien qui est septuple champion de Suisse. Je pense que les auditeurs qui ne sont pas fans de Zug, donc je pense environ 99,7% de l'auditoire de Colfax, ça doit leur faire tout bizarre de se dire il y a Giannoni au but, c'est super. D'habitude, c'est un peu la terreur en face. Tu sais que si tu as un petit peu de bol, tu mets de temps en temps un but, mais c'est même pas sûr. Là, de l'avoir de son côté, je pense qu'il y a des joueurs que tu aimes mieux avoir avec toi que contre toi. Typiquement, je pense qu'un Tristan Chervet fait vraiment dans cette catégorie-là. Il y a les gardiens que tu aimes aussi bien avoir de ton côté. Je pense que là, Giannoni, effectivement, contre le Danemark, il était vraiment bon. Je l'ai dit avant, il était excellent sur tout le début de match. Après, c'était un petit peu plus facile. Le deuxième tiers, il y a 17 shoots à 4 pour la Suisse. C'était vraiment... Il a un poteau aussi qui le sauve. Il y a un poteau qui le sauve sur un power play, sur le premier power play des Danois. Et après, c'était assez facile, entre guillemets, mais il a quand même dégagé une sérénité qui est folle. Et on en parlait avant le match, même avant ce match-là. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est l'alternance que prône Patrick Fischer avec Reto Berra, on a un problème de riche, là, il faut être clair. Mais
Reto Berra, malheureusement, il est pas au niveau de Giannoni, quoi. Il est un cran, même un demi-cran en dessous, mais il est en dessous. Mais oui, mais sur là où c'est important, c'est que tu fais souffler aussi ton gardien et qu'on ne sait jamais. Tout d'un coup, il y a un gardien, il peut voir Jésus pendant un tournoi et il n'y a aucun problème. On se souvient qu'il y avait eu l'alternance pendant 2013. En 2018, il me semble quand même qu'il parlait avec Giannoni tout le long. Maintenant, j'ai un immense blanc pour le match contre le Canada. Après avoir vérifié, effectivement, c'était lui qui avait joué ces 3 matchs. Le match qui compte, et on l'a vu finalement bêtement en finale du championnat. On en a assez fait des caisses et des caisses à ce propos. C'est que 3-0 pour Zurich et puis 4 victoires de suite de Zug. Là où il a été vraiment très très bon, c'était lors de l'acte 6, où c'est Dan Tangnes le dit, c'est lui qui nous fait gagner ce match. Ouais, mais même 4, 5, 6, 7, il était fantastique. Et là aussi avec un pourcentage d'arrêt tellement élevé que c'est la même chose. C'est que tu dis, si tu as 97%, tu laisses passer 3 shoots, et vu qu'il y a à peu près une trentaine de shoots par match, on est sur... Tu laisses passer un goal. Voilà. Et là, il en a laissé passer aucun. Berra n'a pas été mauvais contre l'Italie. Non, il n'y a rien à dire. Là aussi, c'est des matchs qui sont compliqués. Et pour Giannoni aussi, c'est des matchs compliqués. Parce que t'as pas grand-chose à faire. Et quand tu as de temps en temps un truc, faut être là. Et tu disais pendant le 3e tiers, je crois, que Giannoni, en gros, il a bien fait parce qu'il a réussi à pas s'endormir. Contrairement à un fan suisse derrière nous qui roupillait contre le mur du dernier étage de la patinoire. Alors je pense que, à mon avis, il était rôti de l'après-midi au soleil, mais c'était compliqué de venir jusqu'à Helsinki pour roupiller. Bravo. Ce qui est génial, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont pris... De bénévoles ou de personnes qui sont montées puis qui ont essayé de le secouer à côté, puis il y avait un de ses potes qui était là, puis cette scène était assez incroyable, puis il était là, ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Non, mais attendez, c'est bon, moi... Je dors, normal, quoi, comme toujours. Je suis à l'hôtel, à la patinoire. Donc Giannoni aussi aurait pu, mais non, parce que 2e tiers 4 shoots, dernier tiers 4 shoots, il y a 8 sur les 40 dernières minutes. C'est un peu compliqué à rester dans son match. Il est parfaitement resté dans son match. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Schliemann était le 2e gardien. Donc Berra a joué le premier match avec Giannoni en 2. Et Schliemann vient, comme ça il peut aussi mettre les jambières, et puis il n'est pas juste là pour faire les statistiques dans les tribunes. Absolument. Et ça permet à Berra d'avoir vraiment un jour off. Je peux clairement imaginer quand le Canada sera à l'inverse, Berra sera dans le filet et Schliemann sur le banc, ou carrément Schliemann devant le filet, on ne sait jamais. Je pense que c'est pas... Sous Fischer, ça doit pas être arrivé. Ça, vraiment, je dis ça en l'air, mais... Le 3e gardien? Ouais. Alors, je me rappelle plus, mais j'aurais envie de dire que Mayer avait peut-être joué un match en Russie, mais ça pourrait, à part ça. Absolument. Là, le Kazakhstan, tu pourrais te dire, est-ce que je donne un match à Schliemann? Mais en tout cas, d'avoir ces 2 gardiens-là, de pouvoir avoir une alternance toute simple. Parce que quand tu vois en face le Danemark, Dicko qui a joué contre la Suisse, qui pourtant est un gardien qui était drafté par Montréal, qui a un potentiel, mais c'est quand même compliqué. Là, la Suisse, tu sais que c'est un poste sur lequel tu n'as aucun souci pendant tout le tournoi. Et c'est un vrai luxe quand même pour l'équipe de Suisse. Il y a encore un truc que j'aimerais qu'on discute. Alors, je sais pas, peut-être tu auras une autre envie après, mais c'est la place d'ailier du premier trio. Alors, on va l'appeler le premier trio, entre Meyer et Ischier. Et cette place, pour l'instant, est dévolue à Christophe Berchi. On avait vu Damien Ria jouer avec les deux lors du match de préparation. Et puis finalement, Patrick Fischer a mis Christophe Berchi parce qu'il a cette énergie. Et puis de temps en temps, il prend des face-offs. C'est assez intéressant de voir que, suivant quel côté de la glace c'est, je crois que c'est quand c'est du côté gauche, il aime bien voir le droitier, puis quand c'est du côté droit, il aime bien voir le gaucher. C'est juste... Là, il les a perdus les 3, par contre, dans ce match. Contre le Danemark, il en a pris 3, il les a perdus les 3. Tu dis Christophe Berchi ? Ouais. C'est... De nouveau... Mais oui, alors par contre, il est clairement là pour amener de l'intensité, de l'énergie, de la vitesse, parce qu'il faut être capable de jouer avec Nico Hischier et Timo Meyer, d'être capable de suivre les deux locomotives. Et ça, il est capable, il a cette vitesse-là. Et moi, je me suis même surpris à le voir
jouer de manière plus physique que ce qu'on l'a vu faire à Lausanne ces dernières années. Alors que lui, il dit non, moi j'ai pas l'impression de changer mon jeu, je fais un peu la même chose que... D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Si on m'a sélectionné, c'est parce qu'on aime bien ce que je fais, donc pourquoi je devrais changer maintenant que j'arrive là? Mais il a un rôle peut-être un peu plus de porteur d'eau, et c'est pas du tout péjoratif, mais quand tu es l'élément central d'une ligne offensive, ou quand tu joues avec Timo Meyer et Nico Hischier, c'est quand même un petit peu différent le rôle. Je trouve, pour l'instant, moi, en tout cas sur ce match contre le Danemark, moi, il prend 2 pénalités. Mais ceci mis à part, c'était pas mauvais. Timo Meyer nous disait à la fin du match qu'il y avait quand même moyen de s'améliorer sur cette ligne. À voir si Patrick Fischer va être patient. J'ai l'impression que oui, il n'y a pas de raison après une victoire 6-0 contre le Danemark que tu commences à vouloir changer tes lignes. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai été surpris de voir cet alignement-là, mais pour l'instant, je ne le changerai pas en tout cas. Ouais, je ne dis pas que je le changerais, mais si je devais changer, s'il devait tout d'un coup se passer un truc où tu te dis on n'est pas 100% satisfait, à réfléchir comme ça, peut-être que je suis complètement à côté, puis que toi tu vas me dire ouh là là, non, je pense pas du tout comme toi. Je verrais bien Kourachev. Parce que tu parlais de vitesse, d'intensité, et puis je me dis que c'est un joueur qui peut. Il joue bien défensivement, mais offensivement, avec Hischier, quand ils étaient juniors bernois, ils ont eu l'habitude aussi de jouer quelques temps ensemble. Donc ils ont peut-être une alchimie qu'ils ont déjà développée. Et puis après à côté avec comment dire, le bison Meyer, moi c'est vraiment, profitons d'avoir de ce genre d'attaquant que on voyait dans les autres équipes, genre la Suède, même peut-être des fois la Finlande, la Tchéquie, où on se disait ils avaient chaque fois un ailier d'un mètre 90, 100 kilos, ou un mètre des façons Ovechkin, un peu comme ça. Bah, à un niveau peut-être un tout petit peu plus bas, on a ce Timo Meyer. Ouais, l'idée que tu donnes n'est pas mauvaise, dans le sens où après Berti peut prendre la place de Kourachev dans la 4 et jouer ce rôle-là. Mais moi, pour l'instant, je vois aucune raison de remettre en question ce choix-là. Je m'étais demandé si dans l'attente d'avoir un Fiala, il avait mis là en disant quand il y aura Fiala, peut-être que... Mais bon, ça, peut-être qu'il sait depuis suffisamment longtemps que Fiala ne vient pas, mais il s'est pas préparé à sa venue parce qu'il y croyait pas trop, c'est aussi possible. Mais non, toujours est-il que voir Berti jouer ce rôle-là, c'est intéressant, et je me réjouis de voir, parce que justement, il parlait de marge de progression, Timo Meyer. Je me réjouis de voir si elle a une vitesse supplémentaire, cette ligne, et si oui, comment Berti va réussir à compléter ce duo. Parce que c'est un vrai challenge pour lui aussi, de jouer avec des joueurs pareils, parce que c'est pas quelque chose qui doit arriver... c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, surtout quand tu joues en Suisse. D'ailleurs, tu parlais du bon match de Malgin, et ça m'a fait penser aussi qu'il y a eu ce tic-tac-toe sur le 6-0 où il plie le genou, il prend un peu à la Crosby, on va dire, pour avoir un meilleur contrôle du puck. Il l'expédie en lucarne, c'est magnifique. Et de se dire que Denis Malgin, si tu le fais jouer, on avait vu avec Andrighetto et pour avoir déjà un solide duo, d'avoir là aussi, notamment sur un powerplay ou même avec Simeone et Pius Souter, punaise, t'as des gars, ça fait quand même plaisir de jouer avec des joueurs talentueux. Enfin, le talent appelle le talent finalement. Absolument, et il y a un aspect du jeu de Denis Malgin dont on parle très peu, c'est son repli défensif, et je l'ai trouvé très impliqué défensivement, ce qui est pas... C'est pas toujours un des aspects qu'on met en avant chez ce joueur-là. Et là, pour l'instant, je l'ai vraiment trouvé bon. Et moi, c'est son coup de patin qui m'hallucine. À chaque fois, tu as l'impression qu'il fait aucun effort, qu'il donne pas un coup de patin, mais il vole, ou enfin, plutôt il glisse, mais de manière tellement fluide sur cette glace. C'est impressionnant à le voir. Et pour l'instant, c'est un régal. Alors, on dit beaucoup de bien, mais en même temps, après une victoire 6-0, on va pas commencer à dire ouais, il faut tout changer, il faut virer Fischer. Mais ne nous emballons pas. Attendons la suite. D'ailleurs, la suite, c'est Kazakhstan mardi à 19h20 heure suisse. C'est Slovaquie mercredi à 19h20 heure suisse. Et puis, 2 matchs que, si ça fait comme en 2019, au bout de 4 matchs, c'était 12 points. Et après ça, c'était un tout petit peu gâté. La Suisse avait plus fait de points, ou un seul point, quelque chose comme ça. Mais ils avaient engrangé un peu comme au championnat de Suisse quand tu passes
tu prends tes victoires au début, puis après, t'es bon. Là, ce sera normalement un petit peu différent, puisqu'effectivement, Canada, France, Allemagne, pour terminer, ça semble nettement plus à la portée de cette équipe de Suisse que d'autres circonstances. Mais on se réjouit en tout cas de voir tout ça et de se retrouver pour l'épisode numéro 2. On verra quand il tombe, quoi. Mais voilà, on est au terme de ce premier épisode de Colfax en Finlande. Nous nous retrouverons très probablement jeudi ou vendredi, mais je pense que ce sera jeudi après les 2 prochains matchs de l'équipe de Suisse. Là, il y aura 2 jours de repos, ou 2 jours sans match, on va dire, parce que ce n'est pas forcément des jours de repos ni pour eux ni pour nous. D'ici jeudi, profitez bien de ces 2 matchs déjà. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On est disponible. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur YouTube, etc. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.